Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Les enfants et les petits-enfants sont vraiment une bénédiction divine. Si vous en doutez, demandez à quelqu'un qui n'a jamais vécu ce premier moment juste après la naissance, quand on compte les petits doigts et les petits orteils. En fait, vous pouvez me poser la question, car je suis dans cette catégorie. Mon épouse et moi sommes mariés depuis plus de 46 ans. Nous voulions avoir des enfants, mais parfois la vie ne se passe pas comme prévu. Et nous l'acceptons. Mais lorsque nous voyons la direction que prend notre monde, nous n'envions pas la tâche qu'ont les parents d'élever leurs enfants dans cette société. Nous aimons quand même voir les enfants courir, danser, jouer et se chamailler. Nous apprécions la petite nièce et les 3 petits neveux de mon épouse. Nous apprécions leur rire, mais nous devons parfois aussi nous boucher les oreilles lorsqu'ils crient trop fort. Cela m'amuse aussi quand sa petite nièce joue avec mes cheveux, même s'il ne m'en reste plus beaucoup. La fête nationale du Thanksgiving aux États-Unis est beaucoup plus agréable lorsque des petits-enfants sont là, même s'ils nous fatiguent beaucoup et que nous sommes épuisés lorsqu'ils retournent finalement chez eux. Mais pour certains, les enfants sont un fardeau qu'ils refusent de porter et ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'en avoir. Même si cela passe par la décision délibérée de les avorter. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous assurer qu'ici, au monde de demain, notre but n'est pas de condamner, mais d'éduquer et d'aider. Ce qui semble une bonne solution de prime abord à l'âge de 17 ans n'est parfois pas aussi facile à gérer à l'âge de 37 ans. Et aussi difficile à imaginer quand on a 17 ans, les 37 ans arrivent en fait très rapidement. Et à de nombreuses reprises pendant ces années, des sentiments de regret remonteront probablement à la surface. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas la présence des enfants, ces questions fondamentales se posent. À quel moment commence la vie humaine? Une femme a-t-elle le droit de choisir? Et qui lui donne ce droit? Ne ratez surtout pas cette émission. Restez à l'écoute car je présenterai des données surprenantes, des histoires intéressantes et de l'espoir pour l'avenir. Bienvenue au monde de demain, où nous n'avons pas peur de vous dire la vérité. Sincèrement, le sujet du jour m'attriste profondément, car ce qui est un problème politique pour beaucoup est un sujet douloureux pour d'autres. Comme je l'ai déjà dit, cette émission du monde de demain n'est pas là pour condamner les gens. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à ce sujet. C'est tout le contraire. Et nous devrons rendre compte un jour des décisions que nous prenons. Peu de sujets provoquent autant d'émotions que l'avortement. Et ce sujet reste aussi controversé aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Le Royaume-Uni a autorisé l'avortement de fœtus jusqu'à l'âge de 24 semaines avec la loi sur l'avortement de 1967. Les États-Unis ont légalisé l'avortement avec la décision Roe v. Wade de 1973. Et elle est devenue légale au Canada en 1988, lorsqu'une loi vieille d'1 siècle interdisant l'avortement a été abolie par la Cour suprême. Des décisions similaires ont été prises dans beaucoup de pays à travers le monde. Parfois, les garçons sont recherchés, tandis que les filles sont avortées. Mais l'avortement reste un sujet très discuté dans beaucoup de pays, malgré les lois rendant légale la fin de vie d'un enfant pas encore né. Les médias occidentaux représentent souvent les opposants à l'avortement comme des fanatiques religieux ou des manifestants en colère qui crient à la face des gens. Mais cela ne s'applique qu'à une minorité. En se basant sur les reportages des médias, on pourrait croire que l'écrasante majorité des gens pensent qu'il est moralement acceptable de mettre fin à la vie d'un enfant pas encore né. Mais cela est-il vrai? Voici une citation qui va sans aucun doute en surprendre beaucoup.
Mais avant de la lire, je veux vous citer la source, car cela ne vient pas forcément de là où vous vous y attendez. Kirsten Powers est une journaliste et chroniqueuse télé, et elle s'est autoproclamée comme étant une libérale qui embrasse les causes les plus libérales. Mais dans son livre, Passé sous silence, Comment la gauche tue la liberté de parole, elle écrit « Alors que les responsables et les associations d'étudiants des universités semblent adhérer au mouvement des droits pro-avortement, il est intéressant de noter que la réciproque ne s'applique pas aux étudiants des collèges. Une enquête Thomson Reuters de 2011 pour NPR a révélé que parmi les Américains de moins de 35 ans, 65,5% pensent qu'avorter est une mauvaise chose. Le pourcentage le plus élevé d'entre tous les groupes. Il est de 57% pour ceux âgés de 35 à 64 ans et de 60,9% pour les plus de 64 ans. Selon cette enquête effectuée par un institut de sondage très respecté et commandé par la Radio nationale publique américaine, près des 2/3 de la génération Y pensent qu'avorter est une mauvaise chose. Powers donne ensuite les résultats d'un institut qui, de son propre aveu, se situe politiquement à gauche. Et par conséquent, les résultats peuvent pencher un peu plus à gauche. Bien que les chiffres soient différents, il reste surprenant concernant le soutien à l'avortement. L'Institut de recherche publique sur la relation, orienté à gauche, rapportait en 2011 que la moralité de l'avortement était un dilemme pour la génération Y, avec 50% disant qu'ils ne pensaient pas qu'avorter soit moralement acceptable. J'ai effectué personnellement une recherche sur les données, ou plutôt l'absence de données, dans les sondages concernant les pro-avortements. Les résultats varient d'un pays à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, et surtout selon la façon dont les questions sont formulées. Mais voici à présent la conclusion de Kirsten Powers à propos de ces sondages, et je suis entièrement d'accord avec elle. Au minimum, cela montre que des groupes comme Voice for Life, une association anti-avortement, ne sont pas une frange minoritaire, sauf pour la gauche intolérante. Il est intéressant de noter que les avis sur l'avortement sont différents en fonction de l'âge de l'enfant devant être avorté. En Amérique et en Grande-Bretagne, beaucoup sont favorables à l'avortement pendant le premier trimestre, c'est-à-dire pendant les 12 premières semaines. Ce soutien diminue fortement pour le deuxième trimestre, et il devient presque inexistant pendant les 3 derniers mois de la grossesse. Bien que le Royaume-Uni autorise l'avortement jusqu'à 24 semaines, une majorité de Britanniques pensent que la limite devrait être abaissée à 12 semaines. Le fait est que beaucoup de gens ne veulent pas avorter quelque chose qui ressemble à un humain. Penchons-nous donc sur ce concept important en observant ce qu'il y a dans un utérus à l'âge de 10 semaines et ce que nous y trouvons. Mais avant cela, je souhaite vous proposer une des publications les plus importantes que vous pourriez lire. Votre ultime destinée répond à une question ancestrale. Quel est le but de Dieu pour l'humanité? Considérez le scénario suivant. Si vous viviez jusqu'à l'âge de 100 ans, que vous aviez une dizaine d'enfants, 40 petits-enfants et encore plus d'arrière-petits-enfants. Si vous étiez riche, célèbre et en bonne santé jusqu'à la fin, mais que vous n'ayez jamais compris pourquoi vous étiez ici-bas. Pourriez-vous vraiment dire que vous avez réussi? Votre ultime destinée explique clairement et simplement le message de la Bible qui a été caché à l'immense majorité des gens allant à l'Église. Cette connaissance est nécessaire. Ne laissez pas passer cette opportunité de découvrir le sens de la vie. À présent, il est temps de parler de ce que nous voyons à l'intérieur d'un utérus. Le Baby Center, un site internet populaire au Royaume-Uni, vous fait voir le processus entier, semaine par semaine, en décrivant votre bébé à chaque étape. Voici ce que vous lisez à seulement 10 semaines. Votre bébé est officiellement devenu un fœtus. Il est prêt à grandir et il fera plus que doubler dans les 3 semaines à venir. Votre bébé peut déglutir et donner des coups de pied. Tous ses organes principaux sont développés entièrement. Des détails plus précis apparaissent aussi, comme les ongles des mains et les premiers cheveux sur la tête. Les organes sexuels de votre bébé commencent à apparaître. Lors de votre échographie, qui aura bientôt lieu, vous pourrez enfin savoir si vous allez avoir un garçon ou une fille.
N'est-il pas intéressant que lorsque vous souhaitez l'enfant, il est appelé un bébé? Mais quand quelqu'un n'en veut pas, il est décrit comme étant un amas de cellules sans importance, le produit d'une conception ou même un caillot de sang. Jessica Baldwin, journaliste sur Al Jazeera en anglais, a décrit une étude menée par le University College de Londres. Ils ont travaillé avec un prototype d'appareil à ultrasons de très haute résolution, avec de petits tubes flexibles et avec des mains robotisées afin d'effectuer des interventions très délicates à l'intérieur de l'utérus. Les médecins peuvent détecter des anomalies congénitales dès l'âge de 12 semaines, mais jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour aider. Cependant, les choses sont en train de changer. Dr Anna David décrit l'objectif qu'il souhaite atteindre. Si nous disposions d'une aiguille extrêmement fine, nous pourrions réussir à soigner le bébé et la mère ne risquerait pas d'accoucher prématurément et l'issue serait bien meilleure. Bien qu'à cette étape ce soit techniquement un fœtus, notez que les médecins soignant un fœtus de 12 semaines parlent de lui comme un bébé, car c'est vraiment ce qu'il est. David Kupelian a écrit le livre Le marché du mal. Dans ce livre, il a un chapitre particulièrement réussi à ce sujet, avec des témoignages de personnes ayant été impliquées autrefois dans l'industrie de l'avortement. Il cite des hommes et des femmes qui admettent ouvertement que pour certains, c'était juste une histoire d'argent, et comment ils étaient entraînés à vendre un avortement à toutes les femmes qui venaient les voir. Carol Everett, qui géra jusqu'à 5 cliniques d'avortement, nous dévoile un peu les coulisses. Elle explique que lorsque des patientes venaient pour avoir des informations, rien ne leur était dit au sujet du développement du bébé, ou concernant la douleur que le bébé éprouverait, ou concernant les effets émotionnels et physiques que l'avortement aurait sur elles. Elle mentionne que les filles avaient toujours 2 questions qui revenaient. Cela fait-il mal? Et est-ce un bébé? La réponse à la seconde question est vraiment révélatrice. La réponse apportée était non. C'est le produit d'une conception, ou c'est un caillot de sang, ou c'est un amas de cellules. Il n'utilisait même pas le mot fœtus car ce terme était presque trop humanisant, mais ce n'était jamais un bébé. Mais le fait de dire que chaque médecin, chaque secrétaire et chaque conseiller dans une clinique d'avortement était là pour l'argent serait trop réducteur. Beaucoup pensent qu'ils font cela pour le bien des femmes. Ce n'est pas le cas, mais dans notre monde actuel, avec l'influence des médias et des scientifiques, ils pensent vraiment que c'est le cas. Et pour eux, tous ceux qui sont contre l'avortement sont des simples d'esprit déconnectés de la réalité. L'ancien avorteur, Dr Anthony Levatino, l'explique de cette manière. Chaque personne travaillant dans l'industrie de l'avortement sait que tous ceux qui sont impliqués dans les mouvements contre l'avortement sont des gens bizarres. Et je le sais car CNN me le dit, et il ne me mentirait jamais. Bien entendu, cette déclaration était satirique, car il a découvert que ce qu'il avait toujours cru au sujet des anti-avortements était faux. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment a démarré le mouvement en faveur de l'avortement? La réponse pourrait bien vous surprendre. Dr Bernard Nathanson et Lawrence Lader sont les cofondateurs de NARAL, un des premiers groupes pro-avortement qui a encouragé l'avortement à la demande du public américain. Il est intéressant de noter que les 2 fondateurs de NARAL n'étaient pas des femmes, mais des hommes. Ce sont ces 2 hommes qui ont créé des slogans comme « la liberté de choisir » ou « les femmes doivent pouvoir contrôler leur propre corps ». Avec l'aide de la féministe Betty Friedan, ils ont travaillé sur une stratégie pour faire accepter leur cause dans les médias, qui la diffuseraient à leur tour au peuple américain. Comment ont-ils fait? Nathanson nous explique. Sachant que si un véritable sondage avait lieu, nous enregistrerions une défaite, nous avons simplement fabriqué les résultats d'enquêtes fictives. Nous avons annoncé dans les médias que nous avions effectué des sondages et que 60% des Américains étaient favorables à la libéralisation de l'avortement. Nous avons provoqué suffisamment de compassion pour vendre notre programme de libéralisation de l'avortement en inventant le nombre d'avortements illégaux chaque année aux États-Unis. Le chiffre réel approchait les 100 000, mais le chiffre que nous avons régulièrement donné aux médias était d'1 million. Le nombre de femmes mourant suite à un avortement illégal se situait entre 200 et 250 par an. Le chiffre que nous avons constamment fourni aux médias était de 10 000.
Nathanson, surnommé par Kupelian comme étant le plus proche du qualificatif d'homme qui a mis sur les rails le mouvement pour l'avortement, a changé de camp. Mais seulement après qu'il y ait eu dans sa clinique environ 75 000 avortements, dont 5 000 de ses propres mains et 10 000 autres qu'il a supervisés. Comme il l'écrit, cette expérience permet de parler en connaissance de cause au sujet de l'avortement. Cette prise de conscience de Nathanson eut lieu après qu'il démissionna de sa clinique pour devenir responsable du département obstétrique à l'hôpital Saint-Luc de New York, un centre de formation de l'Université de Columbia. C'est là qu'il découvrit toute une panoplie de nouvelles technologies lui permettant de voir avec beaucoup de précision ce qu'il n'avait jamais vu avant. Après quelque temps, voici ce qui arriva. Avec toute cette technologie, en observant ce bébé, en l'examinant, en l'inspectant, en regardant ses fonctions métaboliques, en le voyant uriner, déglutir, bouger et dormir, en le voyant rêver, en le soignant, en l'opérant, je finis par être convaincu que c'était mon patient. C'était une personne. Et comme il le mentionne, cela n'avait absolument rien à voir avec la religion. C'était bien la réalité. Il a alors réalisé un film qui est devenu un grand problème pour le mouvement pro-avortement. Le cri silencieux a été filmé au sein de l'utérus et il montre comment un fœtus de 12 semaines réagit lorsqu'il est déchiqueté par un avorteur. Il permet d'ouvrir les œillères, en montrant réellement ce qu'est un avortement, c'est-à-dire le meurtre d'une vie humaine. Dr. Nathanson accuse l'industrie de l'avortement en citant même les organisations les plus connues, y compris celles qu'il avait cofondées, de conspiration du silence permanente en maintenant les femmes dans l'ignorance de la réalité de l'avortement. Et je mets au défi tous ceux qui proposent l'avortement de montrer cet enregistrement vidéo en temps réel ou une vidéo similaire à toutes les femmes avant qu'elles n'acceptent de procéder à un avortement. Le fait de changer de camp est assez habituel lorsqu'il s'agit d'avortement. Je vais vous raconter une autre histoire de retournement qui va vous intéresser. Mais avant cela, je souhaite vous rappeler notre offre gratuite aujourd'hui, votre ultime destinée. Pourquoi autant de gens se préoccupent aussi peu du sens même de la vie, sauf à la fin de leur vie? C'est seulement à ce moment-là qu'ils veulent savoir quel est le but de tout cela. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il soit trop tard. Commandez et lisez notre brochure gratuite, votre ultime destinée. Dr. Bernard Nathanson n'est pas le seul au cœur de cette controverse qui a aidé à ouvrir la boîte de Pandore et qui essaie désormais de renvoyer le problème au fond de cette boîte. À de nombreux égards, une personne célèbre aux États-Unis qui a aidé à ouvrir cette boîte est Norma McCurvey. Il se peut que vous la connaissiez, mais peut-être pas sous son vrai nom, car elle est plus connue sous le pseudonyme de Jane Roe, dont le nom figure dans la décision de justice Roe v. Wade. Comme le Dr. Nathanson, elle a également changé de camp et elle est devenue une porte-parole active du mouvement contre l'avortement. Beaucoup d'anciens supporters de l'avortement sont désormais passés de l'autre côté. Leurs histoires sont différentes mais elles sont frappantes. Linda Curry a subi un avortement à l'âge de 24 ans et elle était soulagée car son problème était résolu. En tout cas, elle le pensait. Elle commença à travailler pour le planning familial, en pensant qu'elle faisait preuve de compassion en conseillant de jeunes femmes. Mais lorsqu'une jeune fille de 16 ans, tout apeurée, lui demanda « Est-ce un bébé ?» elle se retrouva face à un dilemme. Allait-elle dire la vérité? Oui, bien sûr, c'est un bébé. Et j'ajouterai à cela avec des doigts et des orteils. Ou allait-elle donner une réponse certes correcte, mais trompeuse? Non, c'est le produit d'une conception. Elle donna la réponse conventionnelle, mais elle eut besoin d'être rassurée par une collègue qu'elle avait bien donné la bonne réponse. D'autres incidents créèrent un sentiment de culpabilité chez elle et 11 ans après son avortement, elle réalisa qu'elle avait alors commis une terrible erreur. Dr. Anthony Levatino réalisa aussi qu'il avait commis une terrible erreur. Il était copropriétaire de ce qui était à l'époque la seule clinique gynéco-obstétrique pour plusieurs comtés de l'État de New York, à pratiquer l'avortement par dilatation et évacuation sur des bébés pendant leur deuxième trimestre de vie.
Sa prise de conscience eut lieu lorsque sa propre fille, en bas âge, qu'il avait adoptée, fut percutée et tuée par une voiture. Cela lui a permis d'établir finalement un lien entre ce qu'il faisait à la clinique et la valeur de la vie humaine. En lisant et en écoutant leurs histoires, ils semblent tous avoir une chose en commun. Leur approche face à l'avortement avait été façonnée par leur vision du monde et par la culture qui les entourait. La plupart d'entre eux pensaient qu'ils faisaient preuve de compassion. Comme Levatino le déclara, « J'ai entendu de nombreux autres obstétriciens dire « En fait, je ne suis pas vraiment pour l'avortement, je suis pour les femmes. Le fait de détruire une vie serait favorable pour une femme. » Mais de nombreux obstétriciens utilisent cette excuse pour se justifier. Et je peux vous dire que beaucoup d'entre eux y croient dur comme fer. C'était mon cas. Ce n'est pas difficile d'en être convaincu. Linda Curry avait aussi décrit cette vision du monde, et c'est très instructif. Nous pouvons tout à fait détester la destruction d'une vie humaine dans l'utérus, mais nous devons comprendre comment de nombreuses personnes travaillant dans ce domaine arrivent à dormir sur leurs deux oreilles. On peut dire qu'ils ont été éduqués de la sorte, depuis l'enfance, avec un système aux valeurs totalement séculières. Voici comment Madame Curry décrit son monde. En tant que jeune femme, j'ai placé la liberté au-dessus de tout le reste, et je voyais aussi la religion, notamment le christianisme, comme étant cruelle et stupide. Vraiment, pour moi, les personnes religieuses ne semblaient pas être engagées dans ce que je voyais, comme étant le vrai monde. Les personnes religieuses étaient dans une sorte de monde parallèle. Vous savez, pas seulement ceux contre l'avortement, mais toutes les personnes religieuses me semblaient être bizarres. C'est de cette sorte d'état d'esprit que je venais. La génération Y est actuellement le groupe étant le plus contre l'avortement, selon de nombreuses enquêtes. Mais leur opinion n'est pas basée sur une perspective religieuse. Grâce à notre capacité de voir à l'intérieur de l'utérus, dès les toutes premières étapes, ils sont arrivés, sans même s'en rendre compte, à la même conclusion qu'un ancien roi qui donnait tout le crédit à Dieu pour les merveilles de la vie. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Les écailles sont tombées des yeux de Nathanson et de Levatino, de Carol Everett, Norma McCorvey, Linda Curry et beaucoup d'autres. Mais peut-être n'êtes-vous pas familier avec cette expression très intéressante, des écailles tombant des yeux. Celle-ci se trouve dans la Bible et elle fut utilisée par un homme qui persécuta massivement l'Église chrétienne à ses débuts. Il décrivit de la façon suivante ses actes contre les premiers chrétiens, dans Actes chapitre 26, versets 10 et 11. « J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Mais un jour, sur le chemin de Damas, il fut frappé et il devint aveugle. Ce moment marqua sa prise de conscience. 3 jours plus tard, il avait changé de camp, et voici ce qui arriva. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Le nom de Saul fut changé en Paul, et il devient l'un des principaux personnages du Nouveau Testament. Cet homme était coupable de crimes terrifiants, mais par la miséricorde et la grâce de Dieu, cela lui fut pardonné. Comme pour Paul, nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons changer de la même manière que lui. Nous avons tous pris de mauvaises décisions, mais ce que nous faisons, après avoir reconnu que nous avons effectué un mauvais choix, est le plus important. Lorsque Paul comprit qu'il menait sa vie en partant dans la mauvaise direction, il changea. Et comme le récit biblique nous le montre, son passé coupable fut balayé. Dieu fera de même pour toute mauvaise décision que nous ayons prise dans le passé. Et il va sans dire qu'il existe plusieurs alternatives à l'avortement. En plus de l'option de garder et d'élever un enfant qui est le fruit d'une mauvaise décision prise dans le feu de l'action,
De nombreux couples sans enfants seraient enchantés d'adopter un nouveau-né et de compter ses petits doigts et ses orteils. Si vous souhaitez être conseillé, faites-nous le savoir, et un de nos représentants vous contactera et vous aidera à comprendre votre grand potentiel. Que vous ayez été affecté ou non par l'avortement dans le passé, lisez notre brochure gratuite « Votre ultime destinée ». Elle explique le sens de la vie et la valeur de la vie humaine, y compris votre propre vie. Si vous souhaitez visionner à nouveau n'importe quelle émission du Monde de demain, vous pouvez les retrouver en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre site internet www.mondedemain.org. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même endroit, même heure, lorsque Richard Helms, Wallace Smith et moi-même vous présenterons d'autres informations importantes expliquant pourquoi vous êtes ici-bas et ce que vous réserve l'avenir. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.